Salut et bienvenue sur Anakaland pour une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Lors de ma précédente vidéo réaction à chaud sur les deux premiers épisodes, j'ai été très critique, mais les épisodes passants et notamment le dernier qui change la donne, je tiens donc à nuancer mes propos. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais c'est seulement que les choses se mettent en place progressivement et finalement je ne pouvais pas attendre la fin de la saison pour en reparler. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer les deux séries quand je faisais les reviews de House of the Dragon. Et ce n'était pas pour dénigrer les Anneaux de Pouvoir au profit de l'autre, c'est simplement qu'Amazon a fait le choix de sortir sa série fantastique juste après qu'HBO ait sorti sa propre série fantastique, attendue elle aussi dans le monde entier. À croire qu'ils ont choisi de se positionner volontairement en concurrent direct de la suite de Game of Thrones. Et ce n'est pas de ma faute si ces deux séries se distinguent autant dans leur style. L'une politique qui mise tout sur son scénario, son casting et son ambiance, et l'autre qui mise tout sur le visuel et l'engagement des fans à l'univers, sans vraiment séduire complètement son public. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu les 4 premiers épisodes de la série, ne restez pas, ça va spoiler. Et concernant le 5e épisode, dont j'attendais beaucoup car il déclenche cette deuxième phase dans la saison, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Comme d'hab, abonnez-vous et commentez la vidéo, vos derniers commentaires étaient tous très intéressants à lire. Je vais commencer avec du positif. La trame générale de l'histoire se met en place, lentement mais sûrement, et ils ont réussi à me donner envie d'en apprendre plus sur le lore et sur le passé de la Terre du Milieu. De plus, gros point positif, afin de permettre une bonne visualisation et localisation dans la Terre du Milieu, c'est l'utilisation de cette carte entre les changements de région et de personnages. Ainsi, je vais suivre leur exemple et séparer mes commentaires en suivant chaque personnage et non pas chronologiquement. Premièrement, la storyline d'Elrond qui est d'ailleurs celle que j'ai préférée depuis le début, qui nous introduit la création des Anneaux de Pouvoir qui s'amorce lentement avec la construction de la tour de Celebrimbor en Eregion. Et la découverte plus récente du Mithril par les nains. J'aime le calme et la sagesse qui se dégagent d'Elrond, et les nains sont extra. Le prince du Rhin est un condensé de nostalgie, et sa femme dit ça qui envoie du lourd, tant par son esprit que par sa voix qui fait littéralement vibrer la montagne. Bon, c'est vrai que ses yeux jaunes et son absence de barbe, malgré quelques petits poils à peine visibles sur les tempes, ne ressemblent pas à ce à quoi on devrait s'attendre. Même Gimli confirme à Erwin dans les deux tours que les femmes naines sont barbues et ressemblent aux hommes au point d'être indiscernables les uns des autres. Mais bon, je les aime bien, les nains sont pour le moment vraiment bien, et j'en profite pour placer là aussi à quel point le travail des accessoiristes et costumiers est autant de qualité sur toute la série. Par contre, le personnage de Celebrimbor reste très effacé, un peu fade, alors que c'est un elfe de génie qui aurait créé parmi les plus belles œuvres de son peuple dans cet âge. Mais là, on a un personnage un peu transparent, très mélancolique, qui sans l'enthousiasme d'Elrond n'aurait pas motivé grand monde pour son projet. Enchaînons avec celle que l'on avait laissée en pleine séance de natation au milieu de la mer, Galadriel. Après avoir été sauvée de la mer par Elendil, ancêtre d'Aragorn et père d'Isildur, elle arrive sur l'île de Númenor avec son compagnon d'infortune Halbrand. Cette île est peuplée d'hommes qui vivent en marge du reste de la Terre du Milieu depuis la guerre contre Morgoth. Guerre au terme de laquelle ils ont acquis la longévité des Eldar. Mais aujourd'hui, ils se sont repliés sur eux-mêmes et rejettent même leurs anciens alliés elfes. L'île de Númenor est magnifique. On reconnaît l'esprit architectural de Minas Tirith avec cette grande avancée sur laquelle se trouve l'arbre blanc. Là encore, visuellement, c'est magnifique. La vision donnée par le Palantir à la reine est superbe par exemple, ou encore ce très beau moment avec les fleurs blanches qui volent dans toute la ville. Mais je l'ai déjà dit, cette série est très belle. Les effets spéciaux et la photographie sont la plupart du temps proches de la perfection. Le problème reste concernant l'inégalité des personnages et ses longueurs qui persistent. Beaucoup prennent l'exemple du côté contemplatif ou long sur la communauté de l'anneau, qui servait principalement à introduire des personnages qui étaient là aussi très nombreux. Mais en moins de temps, bien plus de choses se passent dans la communauté. Ici, on a clairement une première moitié de saison, soit environ 4 heures, qui ne fait qu'introduire les différentes intrigues et surtout des questions qui restent en suspens. La ligne narrative de Galadriel à Númenor permet une tentative timide d'intégrer de véritables enjeux politiques dans la série, avec les différentes factions idéologiques au sein de la cour royale, certains personnages qui intriguent en coulisses comme le chancelier, mais on est très loin de la série qu'ils ont choisi pour concurrente. Galadriel se renseigne sur les traces laissées par Sauron, et l'on apprend enfin la signification de la marque de celui-ci. Elle représente son plan secret pour transformer le Sud en Mordor. C'est d'ailleurs lors de cette quête d'information que la série nous a offert ce qui est peut-être la pire séquence de la série. Cette galopade au ralenti qui n'a aucun intérêt pour le coup et qui n'est même pas beau. L'actrice fait une de ses têtes, mais ce n'est rien à côté de celle du cheval. Ok, elle est contente de refaire du cheval, mais c'est pas comme si elle avait nagé pendant des mois avant d'arriver sur Númenor. Númenor où on découvre nombre de nouveaux personnages, eux aussi source de nombreuses spéculations de la part des spectateurs. Elendil et ses enfants qui restent fidèles aux elfes, son fils Isildur qui rêve de voyager vers l'ouest pour suivre l'appel d'une petite voix dans sa tête, un roi absent de son trône, une régente difficile à dérider et une population qui refuse les étrangers. Un bon mélange qui pourrait mener à de sacrées intrigues, mais bon, on verra bien. Effectivement, l'histoire de Númenor est très intéressante, et c'est principalement celle d'Halbrand qui m'a intéressé ici. Il s'intéresse beaucoup à la ferronnerie et au travail de la forge, et il a clairement un problème de violence et de contrôle. Est-ce lié à son pacte de sang en tant qu'homme du Sud, ou est-ce plus que ça? Apparemment, il serait même l'héritier des terres du Sud, mais selon Galadriel seulement, lui ne confirme rien.
Donc Halbrand, un homme qui aime et qui tient tant à manier la forge, avec un grand talent de manipulation, et qui utilise principalement la peur comme arme pour cela, ou encore qui pourrait revendiquer le Sud. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Non? Bon, ben c'était que moi alors. Dans l'épisode 4, alors que Galadriel est sur le point d'être bannie, on a droit à une séquence magnifique dont j'ai parlé plus tôt, qui serait un signe des Valar et de leur mécontentement. Et apparemment c'est tout ce qu'il faut à la reine pour changer d'avis et organiser une véritable expédition pour la Terre du Milieu. Venons-en maintenant à Nori, la pied velue, qui s'est liée d'amitié avec l'homme météore. Beaucoup de théories se bousculent concernant cet homme tombé du ciel et à la recherche d'une mystérieuse constellation d'étoiles. Il est même dit que le météore était un signe du retour de Sauron, mais pour moi cet homme n'est pas Sauron. Son lien d'amitié avec Nori, une pied velue, rappelle énormément la relation de Bilbon ou Frodon avec Gandalf. Et si cet homme était en fait une sorte de réponse au mal de Sauron, et donc pourquoi pas l'ancêtre des Ishtari, les magiciens tels que Gandalf, Radagast ou Saruman. Une amitié donc entre ce grand homme magique et la petite Nori, qui avait été complètement zappé depuis l'épisode 3 alors qu'il venait en aide à la famille Pied-Velu pour sa migration, entravé par la fracture de Papa Brandyfoot provoquée par Meteorman en personne. On découvre notamment avec la blessure du père de Nori que les ancêtres des Hobbits n'étaient pas si solidaires. Lors des migrations, ils abandonnent ce qui reste en arrière. Pas cool. Mais peut-être est-ce la quête de Nori qui va enclencher les changements faisant des Pieds-Velus les Hobbits que l'on connaît. Pour finir, la storyline qui est devenue très intéressante, celle d'Arondir, l'elfe constipé, et de Théo qui se rejoignent. Après avoir été fait capturer par les orques et avoir tenté de s'évader dans une scène de combat pas ouf, encore avec des ralentis qui rallongent artificiellement la durée de l'action sans grand intérêt, si au moins c'était de vrais moments épiques, comme par exemple Gandalf qui dévale la colline du gouffre de Helm avec le soleil qui se lève dans son dos. Là oui, le ralenti se justifiait, un peu comme le ralenti dans l'épisode suivant, dans lequel on voit Arondir saisir une flèche au vol et la renvoyer à l'ennemi, sauvant Théo. A défaut d'être palpitant, ce ralenti a servi le propos de l'intrigue. Mais de toute façon, dès qu'Arondir fait un truc un peu stylé, on lui rajoute du slow motion. Bref, après avoir échoué à s'évader au prix de la vie de tous ses camarades elfes, Arondir fait la rencontre de Hadar, un elfe déchu et le chef des orques. Interprété par Joseph Mowley, si je le prononce bien, qui jouait Benjen Stark dans Game of Thrones. On a immédiatement envie d'en comprendre plus sur les origines de ce personnage et sa façon de parler par énigme. Vraiment top. Il va être horrible mais on va aussi adorer le détester. Juste avant leur retrouvaille au ralenti, Théo nous en montre plus sur l'étrange épée qu'il a trouvée au début de la série. Cet objet noir qui ressemble à une épée, mais on n'en est même pas sûr, semble avoir un effet de corruption sur son possesseur, un peu comme l'anneau sur Frodon. Elle laisse même une marque dans la chair de Théo. On découvre également que le relou du village, le vieux tavernier, est un adepte de Sauron. Va-t-il guider Théo dans les ténèbres? Quel est donc vraiment cet objet recherché par Hadar et ses orques à travers tout le sud? Et ça, qu'est-ce que vous en dites? Rejoignez-moi sur Twitter pour me donner votre avis sur ce qui aurait causé cette marque. Encore une question à laquelle on veut des réponses. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup en une demi-saison et il est temps pour les réponses. Voilà, donc j'étais parti pour une petite vidéo mea culpa, mais c'est carrément parti en pseudo-review avec des théories. Je vais donc maintenant passer à l'épisode 5 sur lequel je portais pas mal d'espoir. Les choses avancent enfin à un nouveau rythme. On aura peut-être bientôt quelques réponses, même si j'ai peur pour une série fleuve avec beaucoup de saisons qui n'avanceraient pas bien vite. Comme espéré, cette deuxième partie de saison s'amorce avec un nouveau rythme narratif. L'enchaînement des histoires des différents personnages se fait plus rapidement, on reste moins longtemps sur chacun mais on fait plus souvent le tour. Cela permet plus de dynamisme et donne cette impression qu'il se passe beaucoup de choses dans l'épisode, même si dans les faits, rien n'a encore vraiment commencé. La bataille d'Osgiliath va probablement bientôt démarrer, les Núménoriens partent enfin pour la Terre du Milieu et par contre les Pieds-Velus ont parcouru une sacrée distance. Cet épisode aura d'ailleurs commencé à répondre à la question de l'épée de Théo qui serait en fait une clé. Pour faire démarrer le volcan ou peut-être pour libérer des ténèbres scellées quelque part, je ne sais pas. Mais on voit tout de même sur la fresque que ça peut servir d'arme. Comme attendu, Waldreg s'est rendu à Hadar avec beaucoup d'autres, et a fait allégeance à Sauron, mais pas forcément pour le mieux. Au moins il ne sera plus dans les parages pour polluer l'esprit du jeune garçon qui suit maintenant les conseils d'Arondir. Mais pour combien de temps ? De son côté, Elrond découvre que le roi Gil-galad et Celebrimbor manigançaient depuis le début pour s'emparer du mithril des nains afin de sauver leur peuple. Ce à quoi Durin réagit vraiment bien. Encore une fois, le prince nain porte une bonne part de cet épisode avec son humour et ses réactions complètement inattendues. Nori et Meteorman, quant à eux, se rapprochent encore, et l'homme météore apprend la langue de la Terre du Milieu. On n'en apprend pas beaucoup plus, à part que cette fameuse migration représente une très longue route et qu'il suffisait d'un sauvetage pour faire changer d'avis les Pieds-Velus sur sa présence. En effet, encore des opinions qui changent du tout au tout en quelques minutes à cause d'un événement isolé. Les personnages changent tous d'avis, quels qu'ils soient, très facilement dans cette série là où certaines décisions impliquent tout un peuple, comme la reine de Núménor par exemple. On l'a vu s'engager très rapidement dans l'expédition pour la Terre du Milieu après un simple signe des Valar. Mais alors qu'elle hésite dans ce 5e épisode, c'est surtout le choix d'Halbrand qui est vraiment central pour l'intrigue, même si on se doutait qu'il finirait par suivre Galadriel et retourner dans le sud. On a donc des événements qui poussent les personnages à confirmer leur choix précédent, et ce n'est pas très subtil. Chaque virement de situation se fait trop rapidement, sans véritable questionnement interne ou externe de leurs décisions, mais seulement car cela fait avancer l'histoire.
Pour finir, cette série est bien, même si ça reste difficile de beaucoup s'identifier à la saga originale. Il faudrait presque pouvoir prendre ça comme un élément isolé pour vraiment l'apprécier. Et bien que la plupart des acteurs se révèlent plutôt bien, et certains sont même vraiment super, mais il en reste d'autres qui ont tendance à me sortir de l'histoire tant leur jeu est froid, distant ou inexistant selon les cas. Avec en plus beaucoup de blabla sans intérêt qui ne doit pas beaucoup les aider au niveau de l'acting. Et des facilités d'écriture qui laissent à désirer. Visuellement c'est top, malgré quelques wargs approximatifs par-ci par-là et des ralentis sans intérêt, et même l'ambiance sonore et la musique sont très bien, je reconnais de plus en plus la patte de Howard Shore. Au final, mon avis reste plutôt inchangé, la série est prometteuse, l'épisode 5 commence à enclencher des choses intéressantes mais ça reste encore lent. Encore une fois, hâte de voir la suite, d'en débattre avec vous en commentaire ou sur Twitter. Je vous ferai bien sûr une vidéo comme promis quand la saison sera finie pour revenir un peu sur tout ça. Évidemment, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, un peu plus longue que prévu. Pensez à vous abonner avant de partir et laisser un petit pouce si ça vous dit. A très vite sur Anakaland. Bye.